Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. La fièvre de Lassa, c'est une maladie donc virale transmise par les rongeurs, sévit depuis plusieurs décennies en Afrique de l'Ouest. En pleine actualité, Abidjan accueille en ce moment la deuxième conférence internationale de la CEDEAO sur cette maladie, avec pour enjeu comment renforcer la riposte collective. Quelle est la situation dans la sous-région et en Côte d'Ivoire particulièrement? Et puis, quelle perspective pour l'éradication de ce fléau? Et ça fait l'actualité. Nous avons des invités à vous proposer, ce sera pour tout à l'heure, mais juste avant, nous avons un élément de reportage qui est signé Eve Bouy. C'est une maladie hémorragique décrite pour la première fois en 1969 dans la ville de Lassa au Nigeria. La fièvre de Lassa est provoquée par un contact de l'homme avec les excréments ou les urines d'un rongeur. Elle représente une véritable menace pour les populations ouest-africaines. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cette pathologie provoque entre 100 000 et 300 000 infections chaque année, avec environ 5 000 décès. Le changement climatique pourrait augmenter la prévalence. Face à cette situation, la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, à travers l'Organisation ouest-africaine de la santé et le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies, organise la deuxième conférence internationale sur la fièvre de Lassa à Abidjan. Thème: renforcer la sécurité sanitaire dans la région de la CEDEAO, le rôle du Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies, réalisation et orientation future. Plusieurs interrogations sont à l'ordre du jour durant ces assises. Quels sont les défis et stratégies de gestion de cette maladie? Comment améliorer la surveillance et le contrôle des maladies infectieuses dans la région ouest-africaine? Notons que cette rencontre referme ses portes le 12 septembre 2025. Nous sommes de retour en studio. Nos invités sont installés. Docteur Mamadou Diarra-Souba, docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur exécutif du CRCM, qui est donc le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la CEDEAO. Exactement. Merci à vous d'être avec nous sur ce plateau. Nous sommes également avec le professeur Daniel Ekra. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes notre directeur général ici de l'INHP, qui est donc l'Institut national d'hygiène publique. Exactement. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Alors, docteur Mamadou Diarra-Souba, alors dites-nous succinctement ce qu'est donc le CRCM et puis quelles sont vos prérogatives. Merci. Le Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies a été créé suite à la grande crise d'Ebola survenue en 2014-2015 dans l'Afrique de l'Ouest avec plus de 10 000 morts. Ça a été créé à l'initiative des chefs d'État de la CEDEAO. Ce centre a pour mission de coordonner, de préparer et de surveiller les réponses face à toutes les urgences de santé publique. Cela a été créé suite aux enseignements reçus après Ebola. D'accord. Alors. Et donc, ça se concentre spécifiquement pour la CEDEAO? C'est un centre pour la CEDEAO. Pour la CEDEAO. C'est pour la CEDEAO. D'accord. Très bien. Alors, professeur Daniel Ekra, vous allez nous répéter vos prérogatives. Alors, ça veut dire que c'est à peu près ce qu'ils font, mais pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut résumer ainsi? Oui. Bon, en fait, le centre régional, comme le nom le dit, il est régional. Donc, pour la CEDEAO, donc, il coordonne l'action de surveillance, de détection, de riposte des épidémies au niveau de l'espace CEDEAO. Oui. Et nous sommes la structure de l'État de Côte d'Ivoire, qui est chargé de faire exactement la même chose au sein de la Côte d'Ivoire, notamment la surveillance des maladies, la détection des maladies, la riposte lorsqu'il y a des urgences qui surviennent. Donc, c'est notre mission. Mais on a d'autres missions que les Ivoiriens connaissent bien, notamment tout ce qui est lutte antivectorielle, la gestion des questions d'hygiène et la promotion de l'hygiène et de la santé, et aussi la vaccination contre toutes les maladies que les Ivoiriens connaissent bien. D'accord. Alors, si on a un représentant pour l'envergure, pour couvrir les pays de la CEDEAO et puis pour la Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'avec les flux migratoires, il fallait que vous soyez tous les deux sur le plateau pour qu'on comprenne, parce que nous sommes là ce soir pour parler donc de cette fièvre, Lassa.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, on parle d'une envergure sous-régionale, c'est ce que ça veut dire, docteur Diarra-Souba? Oui. La fièvre de Lassa, comme on l'a dit dans le reportage, elle a été découverte en 1969 dans le village de Lassa. Et aujourd'hui, elle circule à l'état endémique, notamment dans 4 principaux pays, notamment le Nigeria, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Mais par contre, on note une circulation du virus dans la sous-région, dans l'espace CEDEAO. Et nous, donc, en tant que centre de coordination donc, de tout ce qui concerne donc, les maladies à potentiel épidémique, dont fait partie la fièvre de Lassa, qui est dans le grand groupe des fièvres hémorragiques, virales hémorragiques, nous travaillons de concert avec les pays membres à travers les instituts nationaux de coordination, qui sont les INHP et les INSP. Et donc, notre pot d'entrée, ce sont eux. Et vu l'ampleur donc, de la propagation, surtout qu'elle circule, et le flux de personnes qui viennent ici, il était bien qu'on soit sur ce plateau avec l'INHP, qui est le bras opérationnel donc, du ministère de la Santé, pour répondre à ces prérogatives-là. Et donc, de concert, nous travaillons ensemble. D'accord. Merci. Professeur Ekra, alors on s'est à plusieurs reprises rencontrés sur les plateaux télé pour justement pour sensibiliser par rapport à tout ce qu'on a pu connaître comme crise sanitaire, fièvre également, Covid, tout cela. Alors la fièvre, Lassa, qu'est-ce que c'est? Bien, la fièvre de Lassa, je pense que vous-même vous avez fait un peu l'introduction tout à l'heure. C'est une maladie virale. Donc c'est une maladie infectieuse virale qui est transmise par des rongeurs, des rats, en fait, des petites souris qui transmettent cette maladie-là, qui peuvent être porteurs du virus et donc qui peuvent transmettre la maladie. Et donc, lorsque l'homme est contaminé, il va présenter des symptômes qui sont pratiquement les mêmes que les symptômes du paludisme ou de la dengue, notamment les céphalies, la fatigue. Il peut avoir des nausées, vomissements, des maux de tête. Donc vraiment, pour une forme simple, ça ressemble au paludisme, à toute autre maladie infectieuse. Alors, mais en fait, oui, la fièvre de Lassa, c'est important à le savoir et aussi à lutter contre cette maladie parce qu'elle peut se compliquer. Voilà, ce sont les complications qui peuvent donc qui font la gravité donc, de cette maladie et cette complication peut entraîner la mort du malade. Il peut s'agir des œdèmes, surtout des hémorragies, et la personne va progressivement se vider de son sang et avoir d'autres complications au niveau cardiaque et tout ça, et qui peut aboutir à la mort. Donc c'est ça qui fait la gravité de la maladie. Mais si mes souvenirs sont bons, quand on parlait de Covid, quand on parlait d'Ebola, il y a des signes, beaucoup de signes en commun aussi. Voilà, donc en fait le problème c'est que la plupart des maladies infectieuses au début se présentent de la même manière. C'est dans l'évolution que des complications peuvent survenir. Et c'est pour ça que ce qu'il faut faire pour faire la différence sur les maladies, il faut pouvoir faire des prélèvements et c'est le laboratoire qui permet de faire le diagnostic. Voilà. Aujourd'hui, on a un laboratoire, notre Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a la possibilité de faire le diagnostic différentiel entre qu'on appelle fièvre de Lassa et d'autres fièvres hémorragiques. Donc, dans le cadre de notre système de surveillance, ce que nous faisons, c'est que devant les symptômes que nous avons cités, et surtout quand vous avez des signes qui persistent et qui ne finissent pas, bon, vous avez traité le palu, vous vous rendez compte que vous ne guérissez pas, il faut avoir la présence d'esprit de penser à Lassa et donc faire des prélèvements. Donc on ne pense plus à la dengue, par exemple? On peut penser aussi à la dengue. Bon, la dengue, la particularité de la dengue aujourd'hui, c'est qu'on a des tests rapides qui sont systématiques dans tous les centres de santé. Voilà, donc la consigne même, la directive qui a été donnée au centre de santé, c'est que devant toute fièvre, il faut tester le paludisme et la dengue. Donc dans tous les centres de santé publics aujourd'hui, il y a les deux tests. Donc à ce niveau, on n'a pas de problème. Donc on a la possibilité très rapidement de faire un diagnostic de paludisme et de faire un diagnostic de dengue. Et lorsque les signes, ce n'est ni dengue ni paludisme et que la personne présente des symptômes que je viens qu'on appelle de citer, il faut penser à d'autres types de maladies, notamment au Lassa par exemple, et faire les prélèvements envoyés au laboratoire pour pouvoir faire le diagnostic. D'accord. Alors, il y a une conférence qui est toujours en cours ici en Côte d'Ivoire. Vous allez nous en parler. Mais juste avant, dites-nous, est-ce que cette fièvre de Lassa est en Côte d'Ivoire? Et comment elle se propage? Je pense que le docteur Diarra-Souba l'a dit, c'est-à-dire que le virus se trouve au Nigeria,
il se trouve en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée. Il n'y a pas de raison, peut-être qu'il n'y ait pas le virus ici. Mais jusqu'à présent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas eu d'épidémie en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a eu des cas? Voilà, donc, mais il y a un seul cas qui a été diagnostiqué en Côte d'Ivoire jusqu'à présent. Et il s'agit d'une personne décédée sur qui on a pu détecter. Mais comme la personne était décédée, on n'a pas pu suivre son itinéraire pour savoir s'il avait séjourné dans l'un des pays. Au cas où s'il était déjà dans un des pays, on pouvait dire que c'est un cas importé. Mais s'il n'avait jamais, qu'on appelle voyager, c'est que c'est un cas autochtone. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour savoir si la maladie sévit véritablement en Côte d'Ivoire, c'est de renforcer la surveillance épidémiologique, notamment au niveau du laboratoire, mais c'est aussi de faire des enquêtes sérologiques pour savoir est-ce que des personnes ont été déjà en contact avec le virus et donc ont développé une immunité. Voilà. Et aussi faire des études aussi chez les rats. Pourquoi pas? Voilà. Donc, on est aussi toujours dans le domaine de la recherche pour pouvoir faire la preuve que le virus circule bel et bien en Côte d'Ivoire. Docteur Darasouba, alors actuellement est en cours cette deuxième conférence internationale. Elle est organisée à Abidjan. Alors, vous pouvez nous en parler brièvement, savoir quels sont par exemple les pays invités, et puis pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Merci. Cette conférence est organisée en Côte d'Ivoire et elle regroupe plusieurs experts, des médecins de santé publique et aussi des chercheurs venus du monde entier, bien que ça concerne la sous-région. Je ne peux pas vous dire le nombre des pays, mais c'est tout un conglomérat de personnes qui sont arrivées ici pour cette là. Et c'est là, comme le titre de la réunion le dit, c'est de renforcer notre coordination régionale pour une meilleure réponse, pour une meilleure santé des populations d'Afrique de l'Ouest. Mais bien au-delà, si nous considérons cette maladie au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ça veut dire que nous prévenons aussi ailleurs. Donc c'est une mutualisation des forces. C'est pour ça que toutes ces personnes sont venues en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Je parle sur le couvert du professeur Ekra. Je pense que la Côte d'Ivoire, de façon historique, a démontré sa résilience et sa capacité à faire face aux épidémies. On a, pour mémoire, lors de la crise d'Ebola, dans l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire n'a eu aucun cas d'Ebola, jusqu'à peu du contraire. Deuxièmement, nous avons aussi l'engagement politique. L'engagement politique qui soutient toutes les actions de santé publique. Oui. Nous avons, pour exemple, lors de Covid, quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement de la Côte d'Ivoire, qui ne lésine sur aucun moyen pour nous accompagner. Et je pense que toutes ces bonnes pratiques légendaires, historiques, ont mérité pour que la Côte d'Ivoire soit retenue pour abriter cette importante conférence. D'accord, voilà qui est clair. Alors, la Côte d'Ivoire était un exemple, donc ça veut dire que les pays invités partagent l'expérience, le savoir-faire. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est d'un point de vue dispositif. Alors, d'une épidémie à l'autre qu'il faut prévenir, le dispositif est-il similaire? Est-ce que les formations du personnel sont identiques? Ou bien il y a un vaste programme à ce sujet, professeur? En matière de lutte contre les maladies, des urgences, il y a un dispositif qui existe. Voilà, je pense que c'est depuis Ebola que les pays ont pris conscience qu'il fallait mieux s'organiser pour faire face aux urgences. Et donc, il y a un dispositif qui existe. La première des choses dans un pays, c'est déjà avoir un bon système de surveillance. Parce que quand vous ne surveillez pas, vous ne voyez pas apparaître la maladie. Et donc, il faut surveiller. Donc, il faut un bon système de surveillance. Un bon système de surveillance suppose aussi que vous avez des acteurs qui sont sur le terrain, qui doivent pouvoir faire le diagnostic. Donc, il faut les former. Voilà. Donc, on a des acteurs qui sont aujourd'hui formés. Dans le cadre donc, de cette surveillance, la fièvre Lassa fait partie des maladies dont la définition des cas fait partie de nos documents, n'est-ce pas? Et donc, c'est enseigné. Mais le fait que la maladie n'est pas commune et n'est pas classique en Côte d'Ivoire, il peut arriver qu'on n'y pense pas systématiquement. Voilà. Donc, je pense que le fait même que cette conférence ait lieu en Côte d'Ivoire attire, notre attention, les praticiens de Côte d'Ivoire, que c'est possible que cette maladie soit là et qu'il faut y penser.
En plus de la formation, de tout ce qui tourne autour de la surveillance pour qu'on puisse détecter les événements, il y a aussi l'organisation pour faire face, notamment les équipes d'intervention rapide qui existent, les centres d'opération d'urgence. Il y a le centre opérationnel se trouve à Abidjan, mais il y a des démembrements, par exemple, dans les 10 pôles régionaux de la Côte d'Ivoire aujourd'hui qui sont précisés par les préfets. Donc on a une organisation de base qui fait que dès qu'on a une urgence, on a la possibilité de mobiliser les équipes face à ces situations-là. Donc là, ça sera la même chose. Il faut renforcer les formations, la connaissance de la maladie, sensibiliser là-dessus. Mais lorsque ça va survenir, ce sera les mêmes interventions. Et on aura aussi, c'est les mêmes appuis qu'on aura du centre régional de surveillance, puisqu'ils coordonnent dans la sous-région pour informer les autres pays qu'il y a des situations qui se passent, par exemple, en Côte d'Ivoire, et ensemble qu'on puisse lutter face à ces urgences-là. D'accord. Alors, j'ai quelques questions très simples à vous poser. Alors, on discute depuis une quinzaine de minutes. Donc, en résumé, la fièvre Lassa, les symptômes sont à peu près comme les différentes fièvres qu'on a connues. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une interpellation qui est donc menée d'un point de vue régional. Ça, c'est un état de fait. Maintenant, j'ai bien compris qu'il y a 4 pays qui, malheureusement, ont enregistré des cas et puis qui sont en train de lutter. Pouvez-vous nous rappeler lesquels, s'il vous plaît, docteur? Le Nigeria, oui, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. D'accord. Et pourquoi eux? Pourquoi eux? Oui. La raison peut se trouver à plusieurs niveaux. Et pourquoi pas les autres? Pourquoi eux? Bon. D'un point de vue climatique, peut-être? D'un point de vue, ça titre dans le reportage, le rongeur, il vit en Afrique de l'Ouest. Déjà. Il vit en Afrique de l'Ouest. Donc, ça a été déclaré dans un village. On peut y supposer qu'il y a eu des manipulations ou alors des produits qui sont contaminés par les urines, les excréments de ces rongeurs-là, qui est un réservoir naturel de ce virus. Et ensuite, la contamination interhumaine fait que les personnes, ils bougent, qui se sentent tous avec les fluides, avec le sang, tout cela. Et sans compter aussi que les personnes bougent, elles traversent les frontières. On sait que le Bénin, par exemple, est proche du Nigeria. Oui. Voilà. D'accord. Et donc, je pense qu'il y a tous ces mouvements de personnes mis ensemble qui pourraient expliquer cela. Maintenant, pourquoi la Guinée et le Libéria, alors que le Bénin est presque proche de la Côte d'Ivoire, bon, ça c'est d'où l'importance de la recherche. De la recherche. Il faut qu'on comprenne les déterminants de la transmission. D'accord. Voilà. Alors, la question. Alors, une autre question. C'est un rongeur à mamelles. Alors, nous, on se dit que le rongeur à mamelles, c'est la femelle d'une certaine espèce de rongeur. Apparemment, ce n'est pas le cas. Dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire rongeur à mamelles? Un rongeur à mamelles, selon les entomologistes, parce que je ne suis pas entomologiste, donc je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. C'est un rongeur, en fait, c'est une souris. Voilà, qui habite avec nous. Comme on le dit, c'est un rat qui est commun dans tous les pays, donc qui est dans notre environnement. Voilà, donc c'est ce type de rat-là, de souris, qui habite avec nous, qui peut aller même dans les maisons lorsque la maison est insalubre et tout. Lorsqu'il y a des aliments qui sont qu'il peut consommer, vous savez que les souris vont là où il y a à manger. Donc ils vont aller sur ces aliments-là pour émettre soit les excréments ou les urines. Et c'est à partir de ces urines-là que l'homme va se contaminer. Donc ce sont des rats qui sont communs, qui sont avec nous et qui nous transmettent la maladie. Bon, les entomologistes pourraient vous dire davantage, vraiment spécifier le type de rat. D'accord. Voilà. Mais mamelle, ce n'est pas lié au fait que ce soit une femelle? Ça, je pense pas. Je pense pas, voilà. Voilà. D'accord. C'est-à-dire il a des mamelles. Il a des mamelles. Voilà. Il peut être un mâle qui aura des mamelles. Voilà. Bon, d'accord. C'est noté. C'est noté. Alors, et donc, dernière question avant de poursuivre, c'est, là, on a bien compris également que la transmission se fait d'humain à humain. Oui. Et l'origine de la transmission, ce sont les sécrétions donc, de ce rongeur-là. Donc, humain à humain, ça veut dire qu'on mange dans la même assiette, on peut se contaminer. Fluide, c'est ce que ça veut dire? Oui, mais allez-y. Non, en fait, les excréments et les urines des souris là, vont contaminer les aliments, n'est-ce pas? Et dans la manipulation des aliments aussi, on peut se contaminer. Mais lorsque vous avez une personne aussi qui est malade,
à partir de ces fluides, notamment son sang, les urines, tout ce qu'il va émettre, on a la possibilité de se contaminer. Donc en général, ceux qui vont se contaminer auprès d'un malade, c'est les soignants qui vont par exemple les soigner sans prendre de gants, sans prendre des précautions particulières, ou la personne qui est très proche et qui va prendre en charge la personne et qui va être en contact de fluides. Donc, oui, comme ça, même dans le transport en commun, par exemple, on n'est pas arrivé à ce stade-là? Bon, c'est possible, puisque c'est une maladie de contact. Le contact avec les fluides, c'est possible qu'on puisse... mais je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un contact assez étroit avant que ça puisse arriver. Ce n'est pas quelqu'un, par exemple, qu'on a mis juste dans un taxi, après on l'a sorti, vous avez juste touché peut-être un vêtement qui va vous contaminer. Mais il faut que vous soyez vraiment en contact avec les fluides qu'émet cette personne-là. Bon, mais comme le docteur Diarra-Souba le dit, tout ça, c'est dans le cadre de la recherche qu'on va faire la preuve que, bon, lorsque vous avez pris un taxi avec quelqu'un, ou vous l'avez quand il est malade, vous avez la possibilité de vous contaminer. Mais tout ça, là, ça reste du domaine de la recherche. Voilà. Il faut mieux connaître au fur et à mesure la maladie, sa transmission, le mode qu'on appelle de contagion. Mode de contagion, donc on est dans la recherche. Donc ça veut dire que si je vous pose la question de savoir si un couple amoureux, un des deux a la fièvre, s'ils s'embrassent, on ne sait pas s'il y a un risque de contamination. C'est ce que vous nous dites aujourd'hui? Si. Il faut encore prouver que cette personne, qui est le cas index, est une personne qui est suspecte d'être infecté par le virus de Lassa. D'accord. Est-ce qu'on en meurt? Oui, il l'a dit. Oui. J'allais même dire, quand vous êtes très malade, c'est pas à ce moment-là que vous allez avoir tous les gestes dont vous avez parlé. D'accord. Voilà. Mais peut-être c'est au début, tout à fait, oui, que cela est possible. On peut ne pas savoir. Voilà. Mais sinon, une fois qu'on est malade, on est sur un lit d'hôpital et c'est assez grave, on va essayer de vous prendre en charge. Voilà. D'accord. On en meurt, on a la question d'en mourir. Oui, bien sûr, toutes les maladies ont un certain seuil de létalité. Si le dépistage est fait précocement, l'alerte donnée précocement, que la personne est prise en charge rapidement, la mortalité est très faible, je crois que c'est autour de 1%. 1%, oui. Mais par contre, lorsqu'il y a l'ignorance et tout cela, elle peut aller jusqu'à 20 à 30% de mortalité. Donc c'est important, c'est pour ça qu'il faut détecter précocement. D'accord. Donc on va parler de matériel, on va parler de vaccins, on parle encore de recherche ou bien ce sont des acquis aujourd'hui? Professeur. Oui, bon, pour le moment, il n'y a pas de vaccin. Et je crois que c'est l'un des thèmes qui avait été abordé lors de ces séminaires. Les pays s'accordent sur le fait qu'il faut que la recherche sur le vaccin avance et qu'on puisse trouver un vaccin qu'on appelle notre sous-région. Mais concrètement, le plus important, je pense que pour toutes les maladies, on ne cessera jamais de le dire, c'est que lorsque vous êtes malade, il faut aller à l'hôpital. Voilà. Le docteur Diarra-Souba l'a dit, c'est lorsque vous traînez, après on arrive au stade des complications, c'est en ce moment-là qu'on a du mal à vous rattraper. Mais si vous allez très vite à l'hôpital, qu'on va soigner peut-être, on pense à un palu qu'on va essayer de traiter, on se rend compte que ce n'est pas du palu, mais dans tous les cas, vous êtes sous l'œil vigilant des médecins et qui va changer au fur et à mesure, et même qui va penser certainement à la fièvre de Lassa et vous a prodiguer les soins nécessaires. Et donc, ce qu'on peut dire à la population, c'est que quel que soit devant une fièvre, devant tous les symptômes que nous avons dit, même si vous pensez à une palu banale, il faut toujours aller à l'hôpital. Voilà. Donc on arrête l'automédication. Voilà, qu'on arrête l'automédication, qu'on aille à l'hôpital et que le médecin vous donne le traitement qu'il faut pour votre maladie. D'accord. Alors, docteur Diarra-Souba et puis professeur Ekra, quand vous parlez, il y a la notion de recherche qui revient très régulièrement. Est-ce qu'il y a des blocages au niveau de la recherche ou bien c'est en cours, c'est simplement le temps qu'il manque pour qu'aujourd'hui on ait été en mesure de parler de résultats de la recherche? Pourquoi est-ce qu'on parle de projection? Oui, la recherche est déjà en cours, mais on trouve que c'est encore insuffisant parce qu'il faut renforcer en fait. Ce sont des axes à renforcer. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure dans une de vos questions, le mode de transmission, la recherche, le vaccin, il n'y a pas de vaccin. Et donc tout cela doit être suscité par des arguments scientifiques. Comment est-ce que la maladie se transmet? Quel est le génotype? Quels sont les différents génotypes, etc. Et puis axer la recherche sur des évidences. C'est pour ça que nous encourageons la recherche là. Ça rentre dans le cadre aussi d'une meilleure prise en charge et même de la prévention de cette maladie-là et de la prise en charge aussi. D'accord. Alors en encourageant la recherche, vous vous adressez à qui? La recherche s'adresse à nos décideurs, mais surtout à nos scientifiques. Nos scientifiques, on leur donne les moyens de leur politique, c'est-à-dire que faire des protocoles de recherche, l'INHP en fait beaucoup, on en a fait pendant la Covid,
et donc travaille aussi avec les laboratoires. Nous avons la chance, par exemple, en Côte d'Ivoire, d'avoir le laboratoire, le CIPRES, qui est le centre de recherche sur les pathogènes à risque infectieux, et que nous avons visité la dernière fois. Nous avons été surpris de voir que la Côte d'Ivoire a un laboratoire en cours de niveau P3 et P4. Ce sont des laboratoires de très haut niveau. Donc, ces gens de laboratoires peuvent nous aider à faire de la surveillance, par exemple, au niveau des laboratoires sur les génomes et améliorer aussi les axes de recherche, et identifier les sources qui sont là. Et comme ça, on va faire des politiques vaccinales plus rapides, ainsi de suite. Alors, moi, je pose une question, franchement. Oui. Nous sommes quasiment au terme de notre émission. On va faire un dernier tour de table. Mais la personne qui nous écoute peut se dire, bon, ils sont en train de discuter, ils nous disent qu'il y a des pays de la CEDEAO qui aujourd'hui sont en train de lutter. On nous dit qu'a priori, ce ne serait pas en Côte d'Ivoire, mais on ne sait jamais. Mais la question que je me pose, c'est donc actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Je commence par vous, professeur. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Le monsieur qui nous écoute, la dame qui nous écoute, se dit d'accord, hein, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? La population fait quoi? Actuellement, au niveau médical, au niveau du système de santé, c'est qu'on surveille. On surveille la maladie. Je l'ai dit, le fait qu'on ait cette conférence ici, nous, praticiens ivoiriens, ça attire notre attention sur le fait que l'ASA est un problème de santé publique dans notre sous-région et qu'il faut accorder vraiment beaucoup plus d'attention qu'avant. Voilà. Donc, dans notre système de surveillance, on va mettre beaucoup plus d'accent sur le LASA, mais faire en sorte aussi qu'au niveau du laboratoire, on ait la capacité de pouvoir faire ce diagnostic. Il a dit, le laboratoire P3 de l'Institut Pasteur peut le faire. Maintenant, il faut les réactifs, il faut tout ce qu'il faut pour que le diagnostic puisse se faire. Ça, c'est ce qu'il faut faire au niveau sanitaire. On a aussi toute l'organisation sanitaire au niveau du pays pour la prise en charge des personnes. Donc, je pense que, quelle que soit la maladie, on a la possibilité de prendre en charge. Maintenant, au niveau de la population, voilà. Donc, c'est d'appeler l'attention de tous aussi que les rats qui sont autour de nous, puisque nous, on n'est pas des spécialistes, on ne peut pas savoir quelle est la différence entre les différents rats. Les rats sont avec nous, qui rentrent dans nos maisons, qui grignotent qu'on appelle nos aliments, et donc qui émettent leurs excréments, qui émettent les urines et tout. Tout cela peut nous contaminer. Donc, ce qu'il faut faire pour la population, c'est aussi de prendre des mesures d'hygiène. Il faut que les maisons soient propres, que les aliments soient protégés, qu'on ne laisse pas ça à la merci de tous ces rongeurs-là, qui peuvent être des risques pour nous. Donc voici un peu ce qu'on peut dire à la population aujourd'hui, vraiment que la maladie, elle existe. Dans notre sous-région, on l'a prouvé, c'est pour ça que la CEDEAO prend le problème en main. Voilà, même quand on parle de recherche et tout, c'est vrai, on peut nous aider ailleurs, mais on est les premiers concernés, donc il faut que des efforts soient faits ici. Donc la population aussi doit connaître que la maladie existe et que les mesures d'hygiène, de protection des aliments, tous ces éléments-là peuvent permettre de prévenir cette maladie. D'accord. Dr Djarasouba, quelles sont les attentes de cette deuxième conférence de la CEDEAO ici en Côte d'Ivoire, et puis quels seraient vos derniers propos? Ok, les attentes de cette conférence, c'est que aucune épidémie, aucun pays ne peut à lui seul combattre une épidémie. Parce qu'elles sont dynamiques, les épidémies sont dynamiques. Et donc, cela nous montre l'importance de renforcer la collaboration entre les États et entre les instituts pour faire face aux urgences de santé publique. C'est très important. Ça, ce sont les attentes. Et puis, le message, comme dernier mot, je voudrais dire que les épidémies naissent dans la communauté. Comme on dit toujours, elles meurent dans la communauté. Alors, donc, la surveillance doit être renforcée, mais il faut utiliser aussi nos acteurs locaux, notamment les agents de santé communautaire. Il faudrait que nous renforcions la surveillance communautaire. C'est très important de les utiliser pour rapporter rapidement les cas. Et puis, deuxièmement, il faut aussi, comme le professeur Ekra l'a dit, voir un peu renforcer la communication sur les risques et l'engagement communautaire. Oui. Voilà. Il faut que les populations s'approprient elles-mêmes de ces messages-là. Et que ne pas, après qu'une épidémie meure, on pense que la maladie est partie et puis elle revient après. C'est ce qui arrive le plus souvent. Donc nous encourageons que les gens soutiennent donc, les communications sur la réduction des risques. Nous avons la chance d'avoir un GTT, communication des risques en Côte d'Ivoire, c'est très bien. Maintenant, les épidémies, les urgences, les réponses sont l'affaire de tous. Et donc mon message, c'est que tous, chacun à son niveau, qu'ils s'engagent afin que nous assurons tous le bien-être de notre communauté, le bien-être sanitaire de notre population.
Je vous remercie. Nous sommes au terme de ce magazine. Ça fait l'actualité. Nous parlons donc de la fièvre Lassa et comment est-ce qu'il fallait renforcer la riposte collective. Et nous étions avec le docteur Mamadou Diarrassouba, directeur exécutif du CRS, j'ai du mal à prononcer. Centre régional de surveillance. Centre régional de surveillance et de contrôle des maladies de la CEDEAO. Et nous étions également avec le professeur Daniel Ekra, qui est donc le directeur général de l'INHP. Infiniment merci de nous avoir suivis. Et puis, vigilance, vigilance, vigilance de mise. Bonsoir.